par humanisme, par morale, mais je fais d'abord attention à la personne qui est devant moi. Vous allez voir, c'est important ça. Donc, la personne et je dis la personne, c'est à chaque fois quand il y a quand je parle du patient, c'est un rôle et on peut s'intervertir. Et j'ai eu un tas de formations où on intervertissait les rôles à toute vitesse, qui était excellent. Je rouvre une petite parenthèse, notamment dans la pratique de Gestalt. Une des façons d'apprendre la Gestalt, c'est de prendre plusieurs rôles de fait, et on arrive à cette situation où il y a quelqu'un qui joue le rôle de patient, quelqu'un qui joue le rôle de thérapeute et quelqu'un qui joue le rôle de superviseur. Je dis ça parce que c'est très important pour moi, pour faire comprendre que ce sont des rôles et non pas comment dire, les gens peuvent prendre des rôles en fonction des problèmes qu'ils peuvent avoir, bien sûr, hein, mais ce sont essentiellement des rôles et non pas des... On n'est pas psychanalyste, on fait de la psychanalyse. Okay, bon, on n'est pas psychanalyste, ça ne veut rien dire ça. Si on est psychanalyste, vraiment, on embête tout le monde autour. Hein, on n'en sort pas. Bon. Psychanalyser votre conjointe, vous verrez, c'est un effet fantastique. C'est pire que construire un meuble Ikea durant la fin de semaine. Hein, c'est pire. Bon. Donc, c'est des rôles, et en Gestalt, c'est vraiment intéressant. J'ai appris ça parce qu'il faut se déniaiser dans ce genre de choses, parce qu'on est pris avec des croyances, comme on est le thérapeute, l'autre c'est des patients, c'est des malades. Ça marche pas. Ça marche au niveau du traitement, ça marche pas au niveau de la thérapie. Donc, un patient, et là on est en train de travailler avec la personne, je pourrais en parler, tout ça, je vais en parler, mais là on est mal pris à un moment donné. Mettons. On ne sait plus quoi dire, on ne sait plus quoi faire. Et là, on se retourne, parce que le superviseur est en arrière, on se retourne et on parle au superviseur. Et ce qui est fantastique, c'est de parler au superviseur qui éventuellement ne dit pas un mot du tout. Tout d'un coup, ça nous donne une idée. Et là, on a retrouvé une piste, une ouverture, et on revient avec le patient. C'est une sorte de jeu intérieur qui est très important et qui, là, fait appel à notre ouverture, à notre fermeture, à nos peurs, à nos angoisses et tout le truc, et finalement au processus de transformation qui se fait autant chez l'autre que chez nous. Deuxième chose, tout le monde veut aller au ciel sans mourir. Donc on veut se transformer, mais pas trop. Et c'est pas étonnant, parce que chaque fois qu'on veut transformer quelque chose, et qu'on ne le fait pas par traitement, mais qu'on va voir quelqu'un pour parler, la petite chose, ça devient un énorme bidule. Ça revient avec le passé, avec le système. Et là, tout d'un coup, on se dit, oh, si j'aurais su, j'aurais pas venu. C'est qu'on a peur de mourir de la transformation qu'on est en train de faire. Et c'est tout à fait correct. Donc, c'est pas évident d'être en thérapie. C'est pas évident d'être soi-même en processus thérapeutique, parce que chaque fois qu'on fait un pas, on a l'impression qu'on risque de mourir. Et ça se fait comme ça, viscéralement. C'est pas intellectuellement, on peut toujours le dire, mais viscéralement, c'est ça. Ça angoisse. Hein. Mais il y a réellement une mort de la personne qui était avant. Si tu vas vers un changement, la personne que tu laisses, ouais. tu la tues quelque part. Etc. Tout à fait. Ouais. Mais là, c'est ta vie qui est en cause. Là, donc, il faut voir résoudre le problème. Oui, c'est ça. Le phénomène de crainte, c'est que les gens doivent abandonner des anciens mécanismes de défense infantiles. Et puis, c'est ça qui est la mort. La mort prend cette dimension-là, où est-ce que tu abandonnes tes anciens mécanismes de défense et tu dois en produire. Tout à fait. Mais, lorsque tu lèves ces mécanismes de défense qui t'ont été utiles, tu as peur de mourir sur place. Oui. En gros, tu as le choix entre la mort aiguë et la mort chronique. La mort aiguë se transforme trop vite et la mort chronique ne se transforme pas du tout. On est à peu près dans ce choix-là en général. Je caricature, mais c'est un peu ça. Hein, d'accord ? Donc c'est pas évident du tout. Mais tu vas avoir deux histoires. Première histoire. On me l'a racontée. Mais donc elle n'existe pas. Bon, mais l'autre, elle va être vraie. Première histoire. Il y a une personne qui fait une psychanalyse. Elle fait une psychanalyse, mettons, l'ordre, à un moment donné, la psychanalyse, c'était 4 séances par semaine. À 3, c'est pas une psychanalyse, à 4, c'est la psychanalyse. Donc, c'est pas une blague, c'est une vérité, mais où on voit bien comment sont définies les choses de temps en temps, de façon purement quantitative. Bon. Donc, la personne est en analyse, elle parle beaucoup, elle parle,
Comme c'est une histoire, tu peux mettre des années, peu importe. Et un jour, et l'analyste le dit très très bien, il fait son travail correctement. On va dire ça comme ça. La personne arrive tout d'un coup un 20 avril de telle année, s'allonge sur le divan et dit au psychanalyste, aujourd'hui je vais arrêter mon analyse. L'analyse s'affole un peu, pour en remettre. Il dit, mais pourquoi? Et elle dit, je pense que je vous ai tout dit, le reste c'est privé. Et ça, c'est hyper important. On ne peut pas penser qu'on puisse faire un mouvement sans privatiser une partie. C'est pas possible. On ne laisse pas tout ouvert. Ça, c'est une illusion. Les Québécois diraient, on garde une petite gêne. On ne dit pas tout. On avance à savoir si le fait de dire ou de sentir, un peu importe, ça va être submergent. Donc on y va avec prudence. Et c'est correct. Autre exemple. Je vois quelqu'un qui joue le rôle de patient, moi je joue le rôle d'intervenant. La personne, comment dirais-je, je la vois depuis 4, 5, 6 fois. Elle vient une nouvelle fois, elle s'assoit devant moi et on reste en silence tous les deux. Parce que le contrat, c'est si on parle, on parle, mais si on n'a rien à dire, on se tait. Des deux côtés. Hein. Bon. Et donc tous les deux, on connaît la façon, on connaît l'outil, donc on reste en silence tous les deux. 2-3 minutes, 4-5 minutes, etc. Je ne sais plus. Et tout d'un coup, cette personne-là se met à parler et dit, on a eu 5 minutes de silence, hein, on s'est assis, on était en silence tous les deux. Hein. Et elle dit, et si on changeait de sujet? Oui. Ça, c'est de la vraie psychanalyse. Parce que tant qu'à moi, c'est la vraie. C'est que le processus passe avant le sens. C'est le processus qui porte le sens et non pas le sens qui amène le processus. Et pour moi, c'est très important. Donc, pour moi, la psychanalyse, c'est vraiment ce genre d'état où on permet à quelque chose qui est indicible de monter, mais sans que ce soit forçant, sans que ça mette en péril la personne. La personne est plus importante que l'analyse, et la personne est plus importante, bien sûr, que l'intervenant, ça c'est clair. Et la personne, voilà, pour moi, c'est... Voilà. Et je réfère toujours à ça. Ça, c'est pour dire donc... je suis d'accord théoriquement sur le dévoilement de la personne, mais je suis contre pratiquement sur le dévoilement de la personne, au sens, en tout cas, où ça se dévoile, ça se fait tout seul. Ça se fait forcément tout seul. Tout seul, je veux dire, de soi-même, j'entends. Tout seul. Ah, voilà. Ce serait ma façon de pouvoir surfer sur ce que vous avez dit. Parce que le dévoilement de la personne, je voyais ça à travers la discussion. Oui. On commence Oui. à ce moment-là, ça Oui. permet au psychanalyste de, première des choses, c'est que la personne, si elle n'a pas comme une préparation théorique profonde, elle va le dire dans ses mots. Oui. Il y a un travail de traduction, d'anticipation, d'appréhension de la part du psychanalyste dans ce qu'il va entendre. Ça, c'est intéressant ce que vous dites. Situer, inévitablement, le psychanalyste va voir son analysant, il va voir les mécanismes de défense que l'analysant lui-même déploie à travers la discussion. Et, il y a une chose qui me frappe qui me vient à partir de ce que vous dites, c'est ma position, c'est que je me méfie des théories. Parce que là encore, je peux toujours dire, je suis dans l'étude de savoir, à ce moment-là, mais j'aurais... Une théorie, c'est des paramètres d'action. À partir des données qu'on a, on va agir, mais c'est pas tout le travail. Moi, ce qui m'importe surtout, c'est que c'est de permettre à l'autre d'avoir sa théorie, on pourrait dire. Okay, hein? Ouais. Et donc, l'important pour moi, c'est que la personne elle-même puisse trouver sa théorie, c'est ça. Moi, mon boulot, ma position, il est vraiment de soutenir le processus de cette personne-là. Là, je m'égare un peu par rapport à ce que je voulais dire, mais voilà. Oui. Hein? Voilà. Merci. D'autres choses? Oui. Donc,
Non, mais c'est parce que l'intervention de Jean-Marie m'a... Charles, des grosses questions à poser. Je savais qu'on allait être assis. Mais je pense que tu as lu le livre, hein? Je l'ai presque lu au complet. J'ai été occupé, j'ai été débordé. J'ai passé au travers. Ah oui, il est annoté. Ah, wow. Veux-tu nous le passer? On va le montrer à l'écran. C'est beau, un livre annoté. Passe-le-moi. Moi, un livre, c'est ça que ça sert. Passe-le-moi. C'est moi, Je m'attendais à mon gars. Il y a des commentaires durs là-dedans. Là, parce que... Non, on va pas lire les commentaires, on va juste montrer l'effet visuel de la notation. Parce que là, on n'est plus live, la connexion est débranchée. Ben oui, c'est plate. Si vous me donnez peut-être une minute, je vais essayer de nous rebrancher. Mais par contre, ça enregistre sur YouTube, fait qu'on va pouvoir Tu fais le... pas de livre. Allez. Mais je vais pas lire tes annotations. Ouais, c'est Mais bon, regardez, en plus. Ouais. c'est vachement bien annoté, hein, faut le dire, avec des renvois. Ouais. Belle écriture, Jean-Marie, belle graphie. C'est ce qu'on appelle un livre lu. Hein, Et tu ça vois, va? le dessin à la page couverture, c'est ce qu'on fait. Il y a on remue tout Voilà. ça. Puis tout à coup, on voit la personne qui émerge. C'est le dévoilement. Merci Vraiment, oui. Je trouve que le dessin, la page couverture représente réellement le mouvement, la dynamique d'une psychanalyse, où est-ce qu'on remue tout ça. Tout à coup, on voit un petit bout de tête qui émerge. Ben, c'est le dévoilement de la personne qui est commencé. Puis c'est une personne qui regarde ce qu'elle a mis les pieds, finalement. Tu sais. Alors, ce qui m'intéresse aussi, ça me rappelle aussi autre chose. Donc, c'est plutôt les composantes, hein, à mettre en place pour qu'un processus puisse se faire naturellement. Je pense que nos processus dits thérapeutiques, mettons qu'on les nomme comme ça, sont absolument naturels, spontanés, etc. Hein. Sinon, tout le monde serait chez le psy, ça n'a pas d'allure. Hein. Donc, on se débrouille très très bien en général. Et on ne reconnaît pas, c'est l'intelligence de ce qu'on fait, par contre. Puisque chaque fois qu'on intervient, chaque fois qu'on est malade. Hein. Alors qu'en fait, si on se débrouille bien, c'est qu'on vraiment se débrouille bien. C'est un processus hyper intelligent, autant intelligent qu'une cicatrisation, une coagulation, qui est un monument de capacité de savoir, qui existait il y a 40 000 ans, hein, avant qu'on découvre que c'est vachement compliqué. Hein. Donc pour moi, les processus thérapeutiques de transformation, ils sont aussi très naturels. Ça, c'est une sorte d'évidence pour moi. Donc mon boulot, il n'est pas de les faire naître, le boulot, il est de les soutenir. Et donc, quand j'interviens, c'est pour permettre à ces composantes de se mettre en place pour que la processus puisse se faire, avec le soutien de la personne, de nous-mêmes. À chaque fois, je peux dire nous-mêmes, hein, le soutien de la personne, un espace libre, hein, et puis une sorte non, je vais dire ça, un espace libre. Par exemple, on dit quelque chose, je suis en train de faire une conférence, ça c'est correct. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui va se passer juste après cette phrase-là, en termes de sensation, en termes de résonance. Ça, c'est de la psychanalyse. Ça, c'est du discours, ou c'est ça, c'est de la psychanalyse. La psychanalyse, c'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est de laisser un espace pour autre chose. Donc, on est toujours en décalage. Et quand il y avait une fois, il y avait un bouddhiste qui est venu ici à Montréal il y a 40 ans, et tout en orange. Et moi, j'avais fait déjà une psychanalyse pendant plusieurs années et tout ça. Et il nous avait donné un petit exercice très simple. Très simple. On était 2 par 2. Et le rôle d'un des deux, on intervertissait après, mais le rôle d'un des deux, c'était de dire « Dis-moi qui tu es. » Oh, pas de problème, je suis trompé, machin, je fais ci, je fais ça, je fais ci, blablabla. Dis-moi qui tu es. Ouf, dis-moi qui tu es. Mon vieux, en 10 minutes, là, on avait 2 ans de psychanalyse. Il fallait tenir le coup, hein, parce que c'était... mais c'était absolument hyper important.
l'ouverture de la personne, le support qu'elle proposait par son regard, l'ouverture de la demande absolument sans direction particulière, ça menait un processus hyper puissant en nous, quoi. On peut le faire tout seul, hein. De toute façon, il y en a qui le font, ils écrivent, il y a un tas de choses qu'ils le font. Hein. Voilà, c'est ça que je voulais dire aussi. Moi, c'est ça qui m'a... Alors, quand je suis avec quelqu'un, je soutiens simplement ce processus-là. Dis-moi qui tu es. Ben, tu vois, dans les 33 chapitres que tu as écrits, que Fabien a illustrés, il a intercalé des aphorismes. Hein? Je ne saurais pas comment les qualifier autrement que d'aphorismes. Et il y en a quelques-uns d'entre eux que je les ai relus plusieurs fois en essayant d'en dégager la multiplicité de sens. Et j'en suis venu à penser, parce que pour rebondir sur ta rencontre avec le moine bouddhiste, ça me faisait penser à des koans zen, quand on est mis devant une interrogation des phrases courtes ou qui ont un effet paradoxal, qui vise à déclencher quelque chose là, chez celui qui la lit. Alors, j'ai trouvé que dans ce texte-là, qui est fluide, hein, et qui est illustré, ces pauses-là, aphoristiques, j'ai trouvé qu'elles créaient quelque chose dans l'esprit. Alors, c'est pour ça que quelque part, ça m'enchante qu'au cours de ta propre pas thérapie, mais au cours de ta propre analyse, tu as rencontré un moine bouddhiste. Ce qui est quand même un peu étonnant, tu vois. Et il y a de ça dans cet ouvrage-là, moi, j'ai trouvé. Le truc très simple aussi, c'est de questionner tout. Hein. Automatiquement, il y a un processus qui se met en route. Mais peu importe la question. Alors, ça peut être une question qui a rapport avec des théories psychanalytiques, hein, mais c'est le phénomène de questionnement qui est important. Donc, qui suis-je? Mais je veux dire aussi, on s'étonne sur le stylo. Quelqu'un qui travaillait en analyse avec moi, au bout d'un an, cette personne-là me dit, vous, quoi qu'on vous dise, vous êtes étonné. Vous êtes étonné. C'est génial, c'est la meilleure définition qui que ce soit. Hein, nous disons à l'autre, je suis un gars. Et l'autre répond, ah ouais? C'est génial comme truc. C'est un truc fantastique et on peut le faire tout seul. On s'étonne soi-même de nous-mêmes. C'est génial. Aussitôt, ça ouvre quelque chose. C'est tellement simple ce truc. Il n'y a pas de contenu. Le principal, c'est le processus que ça amène. Peut-être qu'on trouve des choses, mais on évolue surtout. Ça bouge. Mais il faut dire ah oui. Sous forme Ah oui. Ah oui, sous forme d'interrogation. Ah oui. Ah oui. Ah bon. Ah oui, ah bon. Je veux devenir meilleur. Ah oui. Etc. Non mais ça m'intéresse. Ça c'est ce genre de... Donc laisser des espaces ouverts. Souvent dans les aphorismes dont tu parles, sont des espaces ouverts. Sont des trucs des trucs paradoxaux. Et ça pour moi c'est comme diraient les psychanalystes, certains psychanalystes, c'est dans les fissures, c'est dans les frayages, dans les choses entre le deux, dans les entremots. Pour moi c'est là la zone fructueuse. D'accord. Ben, c'est parce que bon, l'équivalent d'aphorisme, c'est saillie. Hein? Une saillie. Alors là, il y a de ça, là, il y a quelque chose de saillant, je dirais, dans ces intrusions-là qui apparaissent dans le texte. Comme des incives, là, tout à coup. T'arrives, t'ouvres le jeu. Là. C'est court, c'est bref, et c'est radical. Ah oui? Ah bon? Tout à fait. Alors c'est pour vous donner un peu une sensation de ce que comment je suis quand je travaille. Hein? Parce que pour moi c'est ça qui m'intéresse, c'est la façon dont on permet à ces processus de naître grâce à la relation thérapeutique, à la relation, et c'est cette relation-là qui va être le creuset de la chose. Où la personne, nous tous, en l'occurrence la personne, va pouvoir oser quelque chose qu'elle n'avait jamais pu oser auparavant parce que ça mettait sa vie en péril. Et là c'est safe, en supposant que l'analyste le prenne et qu'il ne résiste pas. Ça s'appelle le compte transfert. Mais s'il est assez ouvert pour, eh ben ça va tout seul. Tout seul.
moi, je trouve ça sidérant. Et même si, en position de personne, j'appelle plutôt ça une personne qu'un patient, qu'un client, qu'un malade, mais on s'aperçoit que ça avance tout seul, quoi, à notre propre étonnement, quoi. Je dirais à l'insu de notre bonne conscience. Vous connaissez l'histoire de l'insu de la bonne conscience? C'était Virenque, je pense, en France. On était en pleine drogue, dope et tout le truc, là, le Tour de France. Et il y a quelqu'un qui analyse, en fait, qui interviewe Virenque à la fin de l'étape. Et puis on lui parle de drone, etc. Enfin bref, il y a le Tour de France, il y a 46 millions de Français qui regardent. Hein, c'est tout le monde sur son poste de télé. Et Virenque, il répond. Alors on lui parle de drone. Oh, il dit ça s'est fait à l'insu de ma bonne conscience. À l'insu de ma conscience, je sais plus quoi. Enfin, à l'insu de mon plein gré. À l'insu, ah non, c'est encore mieux. À l'insu de mon plein gré. Je trouve ça exceptionnel, c'est fantastique. Et ben les choses, je trouve, dans l'analyse se font comme ça, à l'insu de notre plein gré. Heureusement. Vas-y. Tout à l'heure, en écoutant, vous faisiez la différence entre une intervention. Alors, j'imagine, j'ai vu que vous travaillez en milieu hospitalier, vous avez une intervention avec un patient. De traitement, oui. Oui. Et vous avez mentionné la thérapie, que là, plus d'ouverture, d'espace, etc. Ma curiosité, c'est est-ce que vous êtes en mesure d'atteindre ce rapport libre, ouvert d'espace avec les patients que vous voyez sur un plan d'intervention, ou si non, c'est le plan d'intervention. Et voilà, je ne sais pas si ma question est claire. L'une des difficultés pour nous tous, quand on entre dans la carrière de patient, de malade, c'est de garder notre liberté intérieure. Parce que la souffrance, la maladie et tout ce qui s'ensuit en termes de diagnostic, de traitement, de science, fait en sorte qu'éventuellement, un peu comme dans un trou noir, on est attiré par cette production-là, on pourrait dire, la production de la maladie. Donc non seulement on a une maladie, mais on en perd notre position de vivant, de sujet. Et éventuellement, les intervenants ou l'institution qui s'occupe essentiellement des maladies, et de façon tout à fait, comment dirais-je, logique, surtout logique, elle renforce le problème. Parce que, du coup, la solution ne peut être que dans la guérison de la maladie, dont toute la personne est investie aussi là-dedans, dans le traitement. Et mon boulot, c'est de pouvoir redonner une place à une personne par rapport à cet ensemble de maladies, traitements, intervenants, institutions, règles, etc. Et c'est vrai qu'au départ, c'est un décollage qui est assez pas évident du tout. Hein. Et d'où un peu ce que je disais tout à l'heure, vous dites que vous êtes déprimé, qui vous a dit, enfin, d'où ça vient ce mot-là, quoi. Hein, par exemple, pour essayer d'amollir le diagnostic, de le rendre plus humain, de réintroduire une personne dans le diagnostic, de réintroduire une personne par rapport au traitement. Hein. Vous m'avez dit, vous recevez tel traitement, est-ce que vous êtes d'accord avec ce traitement-là? Peu importe la réponse, mais que la personne puisse être de nouveau en position de personne par rapport au traitement, par rapport à la maladie. C'est mon premier boulot, en fait, d'essayer de faire un décollage, de sauver la personne de sa propre maladie d'abord, et qu'elle retrouve un statut de personne, fût-il minime, par rapport à la maladie. À partir de là, on peut continuer à travailler. Donc ça fait un peu des questions très paradoxales, du genre que qui vous a dit c'était un cancer, quoi. C'est pas parce que je conteste le diagnostic, c'est pour que la personne est en position d'être pour ou contre ce diagnostic-là, donc elle devient à ce moment-là en maîtrise du diagnostic. Fût-il le même, ça m'est égal. Donc au niveau institutionnel, c'est mon gros boulot en fait. Sortir du piège du collage complet et l'identification complète
au diagnostic, au traitement et au conseil des gens, etc. Vous avez une pratique hors l'hôpital? En dehors de l'hôpital aussi? Bonne question. Il n'y a aucune différence. Non, mais dans l'hôpital, je fais la même chose. J'ai pas de. C'est la même ambiance. Non, mais c'est parce que j'essayais de voir si vous aviez une pratique complètement à l'extérieur de l'hôpital. J'ai une pratique extérieure dans l'hôpital. Ah bon? Je pourrais peut-être Oui. surfer sur le fait que j'ai la parole pour demander à Fabienne, parce que moi ça m'intrigue. J'ai pas lu votre ouvrage, je vais le faire prochainement. Mais pour avoir trempé dans ces eaux-là, en général, ce sont des histoires assez costaudes. Hein? C'est des problèmes de vie, c'est des problèmes qui empêchent quelqu'un d'avoir l'élan de vie. Comment t'es-tu senti par rapport aux histoires que tu lisais pour en arriver à illustrer? Est-ce qu'il y avait une... Mais moi, je le vis déjà à l'hôpital. Je travaille depuis un moment aux soins palliatifs, en onco, en neuro. Donc, les gens me parlent, me racontent leur histoire. Et c'est sûr que quand tu dis que les patients sont d'abord tués par le mot, par le diagnostic lui-même, parce qu'avant de savoir qu'on est malade, on le sait parce qu'il y a des signes, mais c'est pas si grave, quoi. On va voir, et puis là, ça devient le drame. C'est-à-dire que presque un cancer, on a un pied dans la tombe, là. Et puis on va être tellement sage, tellement on va faire exactement ce qu'on va nous dire de faire parce qu'on ne veut pas mourir au fond. Mais on est déjà mort parce qu'on n'a plus aucun sens critique. Et alors, les histoires de vie, je les entends depuis bien longtemps. Et puis tout le monde les entend, pas que moi. Moi, je les entends parce que bon, j'aime mon travail, j'aime ce que je fais, mais quand on aime les gens, on entend son voisin, on entend son ami, on les écoute, on les soutient aussi, parce que c'est vrai, moi je trouve que le livre, il est intéressant pour les gens qui travaillent à l'hôpital, évidemment, ou qui travaillent avec d'autres, mais ça peut marcher avec tout le monde, parce que le « ah bon », c'est le « ah bon » qu'une maman dit à son petit quand il dit j'ai envie d'aller jouer au foot. Ah bon, tu veux jouer au foot? Ben développe, quoi. C'est ça, non? Et c'est la même chose, au fond. C'est le même « ah bon » d'émerveillement et de surprise. Donc, quand les histoires, on les entend. Donc, c'est pas souffrant pour toi? Mais non, c'est pas... D'abord, moi, j'ai une idée de la vie ou de la mort qui est... Moi, ça ne m'impressionne pas plus que ça. Maintenant, ce qui m'impressionne le plus, c'est la souffrance, c'est la souffrance morale. Ça m'impressionne. Il y a des gens qui souffrent pas moralement, malgré le fait qu'ils soient aux soins palliatifs ou qui sont complètement sur le lit, ils continuent à rigoler. Puis il y en a d'autres qui sont très très amochés pour des choses beaucoup moins graves au fond. Hein. La douleur, c'est quelque chose de surprenant. La douleur morale, c'est très surprenant, hein, parce que ça ne veut pas dire que plus on souffre, qu'il y a une échelle là. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de grand-chose pour souffrir beaucoup, beaucoup, puis il y en a d'autres, on se dit, mais mon Dieu, comment ils font? C'est pas possible, c'est pas un humain. Ils donnent des leçons, quoi. Et puis on sort de là, on se dit, oh, bah, aujourd'hui, ça fait ma journée, quoi, bravo. Et quand je sors des soins palliatifs, j'ai toujours la pensée de me dire, mon Dieu, c'est merveilleux, je suis vivante. Bon, il faut dire aussi. Je suis vivante. Je suis vivante et puis je me sens bien, quoi. Et puis je pense qu'il y a des gens qui devraient aller faire un petit tour à l'hôpital pour voir que, bon, bah, pour en finir, c'est pas si grave leur problème. Hein, c'est pas si grave le rhume du petit ou bon,
Ouais, voilà. Mais oui, il faut dire aussi que bon, tu vas dans les chambres et tu vas dans divers services. Oui. Bon, des gens qui sont pratiquement en phase terminale. Des gens qui sont en désintoxication. Tu as affaire à toutes sortes de gens qui vivent toutes sortes de difficultés, qu'elles soient psychiques, psychologiques, physiques et des fois les trois ensemble. Alors forcément, tu as une sorte d'adaptation quand tu te retrouves en désintoxication, par exemple, à faire peindre des gens qui sont en sevrage ou qui sont en proie à des troubles psychologiques importants. C'est pas la même chose que quelqu'un qui au terme d'un... Oui, mais ça, c'est la vie. Oui, je sais. Mais toi, tu vis pas ça de la même manière. Mais moi, je fais la même chose avec eux. Je le vis, je le vis exactement de la même manière. On fait de la peinture. Je suis avec quelqu'un qui va peut-être... Parce qu'il y a des gens qui sont quand même formidables. Ils n'ont jamais touché un pinceau, puis ils vont trouver des trucs incroyables. Je dis, mais voilà. Moi, l'idée, c'est que je veux les faire peindre. Je veux qu'ils peignent. Je veux... Peu importe leur état. Mais non, mais j'ai fait peindre des manchots, des aveugles. J'ai fait peindre des aveugles en leur disant, voyez, là, c'est du jaune, quoi. Et c'est ça, là. On va mettre du jaune là, et puis regardez comme c'est doux avec la main, etc. On met du jaune. Puis là, on va mettre autre chose, puis ça va se mélanger, puis ça fait du orange. Puis je leur dis ce qu'on fait, puis là, on dirait... Et en fait, on peut faire peindre tout le monde. Et les Alzheimer, c'est merveilleux, les gens qui savent plus ce qu'ils font. Alors, ils croient qu'ils vont manger la peinture. Puis non, on prend la peinture, puis on la met, et puis la cuillère devient un chef-d'œuvre quelque part, parce que c'est à chaque fois, c'est merveilleux. Et c'est ça que je fais, moi. Et pour en finir, il n'y a pas de limite. Moi, j'ai aucune limite. Voilà. Voilà. Moi, j'ai une question sur justement la genèse de cette page couverture qui a été difficile à produire. Est-ce que l'encre est arrivée en premier? Est-ce que le trait est arrivé en premier? Non, le trait arrive toujours en premier. OK. Toujours. Toujours. L'encre arrive après. OK. C'est ça. Il y a madame qui avait une question. Est-ce que lorsqu'une personne arrive pour la première fois, est-ce que vous leur expliquez comme c'est eux qui vont devoir se... Il n'y a pas de psychanalyste ou de patients qui doivent se reprendre en main eux-mêmes et se retrouver eux-mêmes. Y a-t-il une mise en ce contexte un petit peu... Un de mes... Je ris en disant... Une de mes convictions, donc sujette à discussion, c'est que je pense que ce processus thérapeutique, tout aussi naturel, etc., qu'il soit, on ne sait pas trop comment le faire fonctionner. Personnellement, je ne suis pas très bon dans savoir comment fonctionne une voiture et de pouvoir réparer une voiture qui est un peu cassée. J'arrive pas, je ne sais pas comment ça peut fonctionner. Et je trouve qu'en termes de processus thérapeutique, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Et un des intérêts, enfin, une des passions que j'ai, c'est de pouvoir trouver comment ça fonctionne. Quel dispositif à mettre pour que ça fonctionne. Donc pour moi, une thérapie, c'est aussi une pédagogie. Ça doit comporter une pédagogie pour savoir comment ça fonctionne. Et je trouve que les thérapeutes devraient davantage faire la pédagogie de ce qu'ils font, si tant est qu'ils savent ce qu'ils font. Donc je donne aux gens des cues pour justement, pas accélérer, mais permettre le processus. Donc par exemple, je complète ce que je disais tout à l'heure. Une des choses que je dis aux gens, d'abord je leur dis que c'est là pour qu'ils travaillent avec eux-mêmes. Moi je vais être là pour être avec eux, mais je leur dis ça. Et quasiment le début
enfin, ce que me fait penser ta question, c'est que quand je rencontre les gens, la personne, hein, je suis très prudent dans ce que je dis parce que c'est vraiment, c'est complice, c'est intime, c'est valeureux. Franchement, faire soi-même un processus thérapeutique ou permettre à un autre de faire un processus thérapeutique, c'est un acte de courage quelque part. Moi, franchement, c'est quelque chose. Hein. Pour moi, c'est le meilleur de l'humanité. Voilà. Donc, une des pédagogies que je leur dis, c'est si vous parlez, c'est bien, et si vous ne parlez pas, c'est très bien. Et ça, pour moi, c'est très très important. Ça vient, quant à moi, définir que ce n'est pas la parole qui est importante que le processus, dont la parole éventuellement fait preuve. Mais le silence est tout aussi important, en fait. Et pour moi, je leur dis aussi, moi, si je vais parler, c'est parce que je vais seulement parler si j'ai quelque chose à dire. Mais si je parle pas, si j'ai rien à dire, je vais être en silence. Ça, c'est un apprentissage énorme, ça. Et je leur dis, si je suis en silence, c'est pas pour vous faire parler. Mais par contre, si vous trouvez que mon silence est insupportable, donc je fais référence à la personne, dites-le moi et je vais dire n'importe quoi. Le temps que ça dure, et puis après on reprendra le travail. Donc je laisse en maîtrise de me dire. Alors moi, en plus, c'est bien pour moi, parce que, bon, je vérifie dans le temps, mais j'ai pas à m'occuper d'eux. Ils vont s'occuper eux-mêmes d'eux, et ils vont m'utiliser pour s'occuper d'eux. Là, c'est gagné. Vraiment. D'où, et si on changeait de sujet? C'est génial. Franchement, si je peux vous communiquer cette passion, c'est absolument génial, ce truc. Et voilà. Et je trouve... Alors, ce que j'ai essayé aussi de trouver dans les thérapies, parce que j'ai navigué en beaucoup de sites de thérapie corporelle, etc., c'est trouver quels sont les ingrédients qui fonctionnent parmi toutes ces thérapies. Que ce soit des plumes, que ce soit des bains, que ce soit des tremblements, que ce soit des paroles, que ce soit des touchers. Qu'est-ce qui fonctionne? Et c'est un peu cette décantation-là que j'ai d'une part fait part dans ce livre et puis que j'ai remis dans la méthode ECHO. Les trucs qui fonctionnent, qui font fonctionner quelque chose d'un processus qui, a priori, nous dépasse complètement. On est comme je donne souvent l'image, on est un peu comme des coquilles de noix sur un océan. On flotte comme on peut. On essaie de se démerder avec les vagues puis avec les vents. Mais franchement, c'est instable. Hein, c'est pas voilà. Alors de temps en temps, on pense qu'on a des béquilles pour aller au fond de la mer, mais c'est pas ça dure pas longtemps. En fait, on flotte sur un océan de trucs qu'on peut pas contrôler. Et tout le travail, c'est de pouvoir maîtriser ça, de pouvoir commencer à se démerder dans cette situation-là, je dirais intenable pour faire paradoxe, pour essayer de tenir, quoi. Humblement. Ouais, c'est ce que disait l'autre. On sait pas ce qui se passe, c'est précisément ce qui se passe. C'est ça. C'est beau être paradoxe. Oui, monsieur. Est-ce que Linda, ça va? Oui, ça va. Ok. Vas-y, Jean-Jacques. Moi, j'avais une question qui, depuis tout à l'heure, me turlupine. C'est bon, je connais tes bouquins sur la méthode ECHO. Je t'ai entendu, on a parlé à de nombreuses reprises sur cette approche ECHO. Moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui t'a donné l'envie de publier ces 33 textes datant d'il y a 25 ans? Comment tu articules ce livre-là par rapport à ton travail sur ECHO? Est-ce que c'est un prolongement? Est-ce que c'est un retour à la racine d'ECHO? Est-ce que c'est quoi la plus-value de ce livre, si tu devais me le vendre? Je vais l'acheter, hein, mais mais si tu devais... Tu liras le livre, c'est qu'on lui a demandé de le publier. On lui a demandé, c'était pas son intention à lui. On lui a demandé ce que... Oui, mais comme qu'est-ce qui a- Vérenke. Alors, si on te l'a demandé, qu'est-ce qui a fait que tu as dit oui? Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à dire, ok, ça vaut la peine de mettre dans le public ces 33 textes que tu avais publiés? Ben d'abord, c'est que je vais mourir un jour.
Ah bon? Et que je voulais pas garder ça privé. Et que je voulais que ça serve. Et si j'étais un peu gros, je dirais à l'humanité. À la Terre. Mais il y a de ça. Laisser une trace quelque part de tout ce que j'ai, pour faire un lapsus exprès, fomenté en moi, de pouvoir laisser une trace de ça. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit-là que je vais faire paraître un deuxième livre, un autre livre dans les mois qui vont suivre, où j'ai rassemblé l'ensemble des textes que j'ai écrits depuis 40 ans, dont le premier, on en reparlera le jour où ça sortira, qui a été écrit, je pense, en 72 ou quelque chose du genre, et qui dit déjà tout ce que je dis maintenant. C'est étonnant. Alors, bon, donc il y a le fait de pouvoir laisser une trace. Pour moi, c'est important. Quand je pense à la fin, c'était important pour moi d'oser, pas d'oser, mais c'est pas une histoire d'oser, mais de mettre l'énergie là-dedans. Et puis, ça a été une belle énergie en fait, d'où des rencontres extraordinaires qui n'étaient pas prévues au départ, mais il y avait cette volonté-là. L'autre chose aussi, c'est ressorti des catacombes donc de quelqu'un qui avait participé au séminaire. Et quand j'ai lu ça, ça me ressemblait. Ça me ressemblait de ce que je fais maintenant. Donc c'était pour moi une façon de donner en texte des choses que je vis maintenant dans une façon peut-être encore plus dépouillée qu'à ce moment-là. Et donc ça me sert de chair. Au fond, ça sert de chair à ce que je fais maintenant. Paradoxalement, la chair était... maintenant, ça s'est encore plus dépouillé, décanté, mais là, ça me sert de chair. Ça me sert de témoignage et puis de mon parcours, quoi. Puis c'est tellement humaniste, ce truc. Moi, je suis j'aime beaucoup, parce que c'est humaniste. C'est déjà... l'important, c'est donner... je dirais à la personne complexe, à la personne globale, à la personne seule aussi. On est les seuls exemplaires. Hein. On est les seuls exemplaires de notre groupe. Hein. Mais c'est un exemplaire qui a duré. Hein. Donc c'est très important aussi de ce côté-là de respecter, pour moi, qu'on est une personne irremplaçable, enfin pas irremplaçable, je veux dire, enfin particulière, spécifique, et qu'il y a que nous qui pouvons le dire. Et c'est pour ça aussi que je me suis dit, il y a Crombé qui peut écrire ça, c'est pas possible autrement. Donc allons-y, quoi. Hein. Il y a personne qui va le faire à ma place, et puis et c'est important, quoi. Après ça, ça va, ça vogue, et une bouteille à la mer, hein, mais l'important c'est de... Voilà. Et par rapport à Echo? Merci. Ça a été écrit il y a 25 ans. Echo, quand ça a été mis en scène officiellement, c'était en 94. Là, on remonte à combien? 92, je pense. Je ne sais plus où est-ce que j'en suis. Là. Oui, 92, je pense, quelque chose comme ça. Donc ça arrive juste avant Echo. Je pense que ça a été peut-être ça qui a amené, je ne sais pas, alors là, qu'est-ce que je pourrais dire qui ne soit pas totalement logique. Echo, ça a été pour moi un véhicule de travail pour me permettre d'aller trouver les composantes de ce qui se passe là-dedans. Donc je suis pas pédagogue. Okay? Je le fais, puis je me livre complètement, puis on réfléchit ensemble. Mais je suis pas. Maintenant, je suis pédagogue. Maintenant, je peux dire comment ça fonctionne et comment faire fonctionner ce truc. Echo, c'est un outil de fonctionnement intérieur. Essentiellement basé, je ne dis pas à toi, tu sais, essentiellement basé sur quelque chose que je n'ai pas encore abordé ici, mais qui est le jeu, JEU. Pour moi, c'est ce serait, de toute façon, j'ai marqué dans ce livre-là, c'est que permettre un sujet, ouvrir un espace et inviter à un jeu. Ou permettre un jeu. Enfin, je voulais trouver un autre verbe, mais ça n'a pas d'importance. Mais le jeu, c'est pour moi, c'est hyper important. Et sinon, on fait du traitement, c'est correct. Sinon, on fait des thérapies un peu... Bon, ça va. Mais je trouve le jeu, pour moi, c'est l'instrument idéal de la thérapie. On joue avec soi-même, on joue avec les autres, on joue avec son passé. Et de ce jeu-là, PLY en anglais, hein, pas game, PLY. Tout gagnant, là. Hein.
de ce jeu-là naît un tas d'inventions, de création, de récupération, de revisitation, enfin tout. Mais c'est vraiment le jeu, pour moi, c'est essentiel au travail. Pour moi, ça m'a remis j'avais quelque chose qui se tramait en moi avec le mime, hein, et avec les marionnettes aussi. J'ai fait beaucoup de marionnettes dans ma jeunesse, des théâtres de marionnettes. Donc le jeu toujours avec l'improvisation. Hein. Je suis pas très bon en game, hein. J'ai jamais été bon, j'ai jamais foutu un but ça marche jamais mon truc faire puis je confonds les adversaires puis les coéquipiers. J'ai déjà sur le dernier à être accepté dans un groupe, dans une équipe. Mais tu essaies de gagner, et en plus je confondais les gens de toute façon, donc j'étais vraiment pas là-dedans. Mais ce jeu est de pouvoir jouer. Donc le principe d'écho, là aussi ça s'est décanté peu à peu, c'est de pouvoir jouer avec quelque chose, ça va, hein, et de ce jeu naît un processus. Par exemple, le jeu actuellement qui est le plus simple et qui commence à être réintégré dans les thérapies officielles, c'est la pleine conscience. Hein. Moi, ce qui m'intéresse dans la pleine conscience, c'est pas d'être conscient de quelque chose, ça va, mais c'est mine de rien que le fait d'être conscient de quelque chose, ça permet un processus de se faire. Pour moi, c'est ça qui est important. Quand je regarde le micro, ou vous d'ailleurs, quand je regarde vous, ce qui m'importe, c'est pas tellement vous, en termes intérieurs, j'entends, hein, c'est vous aussi, bon, ça va, mais c'est le fait que vous regardant, il y a un processus qui se passe en moi, ce qui se passe exactement actuellement. Le fait que je te parle, il y a un processus qui se passe, je n'ai pas pu. Et ça me passionne. Donc la pleine conscience comme technique d'être conscient ne m'intéresse pas. Mais que ça puisse produire un processus qui dépasse son créateur, qui dépasse son. Voilà, ça c'est hyper important. Ça. Et un processus qui n'a plus rien à voir avec ce dont on est témoin, mais qui a à voir avec ce qui naît du fait qu'on est témoin, ce qui est créé du fait qu'on est témoin de quelque chose. Donc ce serait la phase la plus simple du jeu au départ. Et on peut le faire tout seul. On n'a pas besoin de thérapeute. Ah bon? On n'a pas besoin de thérapeute. On se pratique, on se pratique. Oui, on se pratique. On n'a pas besoin de psychologue. Ah bon. Merci Jean. Non, c'est vrai que j'aime beaucoup quand les gens me disent ça fonctionne. Quoi. Et puis dans les groupes que je fais, actuellement je fais beaucoup de groupes à Notre-Dame. Hein, maintenant c'est devenu une des façons de procéder actuellement. Dans l'institution elle-même, mais des groupes de création, des groupes, et c'est de permettre un lieu qui est ouvert et qui fait que on joue quoi, on joue ce qui se passe quoi. Le jeu pour moi c'est, je dirais un peu bêtement, c'est pas étonnant que les enfants l'aient inventé parce que. Je vous raconte une histoire. Connue par quelqu'un. Je vais la réduire à l'essentiel parce que je peux en mettre beaucoup. C'est donc une mère de famille ou un père de famille. Si vous voulez, mais en l'occurrence, je vais dire une mère de famille qui passe à côté du bac à sable de son enfant. Et on lui a offert de la plasticine, de la pâte à modeler. Donc l'enfant, il a fait un personnage avec sa plasticine, un beau personnage, et il a pris ses ciseaux de plasticine, et puis il a découpé ce personnage en morceaux, comme ça, en tranches. La mère passe à côté et dit qu'est-ce que tu fais? Et l'enfant dit je découpe ma mère en morceaux. Et la mère répond quand tu auras terminé, viens manger ta soupe, elle est chaude. Donc l'enfant termine de couper sa mère en morceaux, sort du carré de sable, va manger sa soupe et discute avec sa mère. Le jeu. Et heureusement qu'il peut jouer à découper sa mère en morceaux. Quant à moi, ça lui permet de parler à sa mère. Pour moi, c'est hyper important. C'est une blague, mais elle est hyper importante. Enfin, c'est une farce, mais elle est hyper importante. Mais elle nous fait pas rire, par exemple. Non, c'est sérieux. C'est vrai. Elle nous inquiète un peu. Donc, pour moi, ce jeu intérieur, il est essentiel pour pouvoir vivre. Hein. Et quand on devient adulte, on dirait que les carrés de sable, on en a moins. Ouais, hein. Ouais.
Quand on devient adulte, On dirait que les carrés de sable, pour jouer, là, ce serait difficile si j'étais arrivée puis je m'étais mis à découper, puis j'avais dit que j'étais en train de découper mon psychanalyste. On dirait qu'on se permet pas ça, là. On devient adulte, on n'a plus de carré. En devenant adulte, on n'a plus de carré de jeu, je pense. Oui. À des moments donnés, je trouve que les gens... On se les permet pas. On se les permet pas. On se les permet Et pas. c'est pour ça que on la est question exilé du départ, carré de sable. Ce que je trouve intéressant de la démarche que vous faites, c'est que le patient, là, quand il peut se permettre tout. Là. Il n'y a plus de... Oui. Il n'y a pas de jugement Oui. ni envers son psychanalyste de dire « Ah ben il n'a rien fait, il n'a rien dit, il n'a pas parlé, je vais là, je paye, puis ça me coûte 150$, puis j'avance pas. » Il n'y a pas de jugement, c'est fini. On a mis comme, pas les règles du jeu, mais en tout cas, où on peut, je trouve ça, en tout cas moi je trouve ça intéressant. Ce qui m'a toujours, je pense qu'il y a aussi un autre truc depuis longtemps, je ne sais pas pourquoi non plus, et puis c'est une bonne question à savoir, mais je me suis, une de mes conceptions qui m'a aidé, c'est la conception de cet univers intérieur qui théoriquement devrait être toujours présent, mais qui l'est finalement pas très souvent et pas très tout le temps et pas très, très intensément. Bon, les exemples massifs, c'est quand on est soumis à une violence extrême, on réduit notre espace intérieur, on sent plus rien, on pense plus rien, etc. Et pour moi, je pense que c'est un réflexe de survie. Le problème, c'est qu'ensuite, ça dure et puis on continue à être complètement coincé à l'intérieur. Et là, je parle d'événements violents énormes, mais on pourrait reprendre le même schéma pour des petites violences quotidiennes, si je peux dire. Et quand on devient adulte, on y est. Bon. Et il y a une expression qui me venait cet après-midi d'ailleurs, et pour moi ça me semble et c'est pas aidé forcément par la médecine, c'est pas aidé forcément, hein, on passe à côté et la personne reste nous restons tout à fait rétrécir dans notre intérieur et donc c'est un cercle vicieux. Et j'avais une expression qui m'est venue tout à l'heure, peut-être à cause de tout ce qui se passe actuellement au niveau de l'environnement, c'est que c'est vrai qu'un des gros problèmes, c'est le réchauffement de la planète, mais mon expression, c'était l'autre problème, c'est le refroidissement des êtres. Hein? Refroidissement au sens d'être plus rien, quoi. Hein? Avec tout ce que vous connaissez, quoi. Et pour moi, alors je suis pas Greta, mais je me voyais en train de hurler « Oh, arrêtez arrêtez de réduire les gens à rien. Arrêtez. » Des choses comme ça. Une belle vous voyez à sa place. Refroidissement des êtres. Ouais, ouais, des êtres. Ouais. J'allais dire que le jeu permet l'initiation, la création d'un espace libre. Quand on parlait du petit garçon qui découpait sa mère, c'est qu'elle allait jouer, et puis là, il y a l'émergence, l'apparition de l'espace, celui que vous mentionniez préalablement, cet espace-là que vous voulez exciter en quelque sorte à travers le jeu. Je suis un peu intrigué par la question de écho. Qu'est-ce que c'est écho? Je me demandais c'était quoi. En même temps, ce soir réellement, c'est en train de et Echo, c'est un véhicule de jeu intérieur. JEU. Le jeu étant la présence, de relier des choses ensemble, d'interroger tout, de poser toutes les intentions qu'on peut vouloir de façon à permettre à ce qu'il y ait des échos à l'intérieur. Echo, c'est une façon aussi, je dirais, pour changer d'analogie, mais celle-là va être quasiment pratique, enfin je veux dire concrète. Echo, c'est lancer à l'intérieur de nous un son, quelque chose, lancer à l'intérieur de nous quelque chose pour permettre qu'un tas d'autres choses surviennent. Les processus de transformation, les processus de guérison fonctionnent à la globalité et à la complexité. Ils ne fonctionnent pas à la simplification, ils ne fonctionnent pas à la clarté,
il fonctionne dans le flou, dans le global et dans le complexe. C'est pour ça que la médecine est très embêtée avec ça, parce que la science essaie de concrétiser, de préciser les choses, de vérifier les cibles. Ça ne marche pas. Pour les guérisons, c'est plus on est de fou, plus on rigole. On ouvre, on complexe. Donc ECHO, c'est aussi une méthode pour complexifier encore davantage et globaliser encore davantage. Donc on s'y perd complètement, hein. Mais on voit qu'il y a des... tout d'un coup, on se sent mieux. Donc on se comprend de moins en moins, on se force de moins en moins, mais on se sent beaucoup mieux et ça roule, quoi. Mais c'est vraiment un apprentissage un apprentissage de l'incontrôlable. Pardon? Relation à soi-même. Oui, c'est ça. Pas de relation à eux-mêmes. Mais dans un esprit où, je dirais, je vais être un peu paradoxal, mais on se comprend encore moins, mais on est très content. On cherche plus qu'à... Hein. Puis alors, vous pouvez toujours revenir avec des choses qui sont dites dans les sagesses orientales, le chemin, etc. Enfin, c'est le but, c'est le chemin. Mais c'est ça surtout, c'est de permettre à des processus qui nous échappent de pouvoir se manifester à l'insu de notre plein gré. Et c'est très pratique. Je me suis arrangé pour que ce soit pratique. Vraiment, ce sont des outils subjectivement pratiques. De toute façon, ce que tout le monde... Et un de mes trucs aussi, mais j'ai un peu dit tout à l'heure, qui me porte, c'est... Ça va répondre à l'histoire de l'indépendance, là, dont vous parliez tout à l'heure. Pour moi, c'est de permettre aux gens de ne pas être forcément soumis aux thérapeutes aux traitants. Enfin, on va dire aux thérapeutes ici. C'est un peu ce qui ça m'a un petit peu surpris. Moi, j'étais arrivé avec toute ma technique freudienne. Je me disais, OK, il y a les 3 steps. C'est comme ton arsenal freudien? Gauche, droite, tu sais. C'est comme... après ça, dévoiler, redonner l'indépendance au moi, réifier la personne, et tout ça. Mais tu sais, il faut comprendre que c'est des paramètres d'action. Ce qui va se dérouler à l'intérieur, le matériel avec lequel on va travailler, il est rare et difficile d'accès. Je vous répète les mot pour mot ce que Freud dit dans son introduction il y a presque 100 ans déjà. Et puis, c'est ça qui fait la particularité que chaque personne va être unique à ce moment-là dans le jeu. Et puis, c'est sûr que Freud, j'ai remarqué une chose, c'est qu'à peu près, que ce soit Freud, Reich ou Arrietty, l'école américaine, ils disent tous le patient devra avoir une connaissance exacte des symptômes névrotiques et psychonévrotiques et comprendre, avoir étudié et compris la théorie du transfert freudien. Ça, c'est ce que Freud dit. Et puis, Reich, tout ce qu'il dit, c'est la préparation théorique préalable essentielle à toute prophylaxie des névroses. Arrietty, l'école américaine, ce qu'il dit, c'est une vaste exploration dans le champ de la logique, de la philosophie, de la sociologie, de l'éthique et de l'esthétique, et puis en passant à la biologie générale. Ça, c'est ce qu'il dit dans son livre qu'il a écrit sur l'interprétation de la schizophrénie. Mais moi, je suis arrivé avec ça, c'est pour vous dire qu'est-ce que je suis arrivé. Bravo. Pour moi, c'est mes canons là, ce soir. Tu sais. Puis je suis vraiment... j'ai une belle surprise ce soir. Je vois que c'est pas du tout ce que... Je vois qu'il y a vraiment de la place. Impeccable. Pour jouer. Impeccable. Ouais. C'est chouette. C'est vraiment chouette. Il y a de la place pour jouer. Je me disais, je pensais pas que c'était ça. Puis là, je vois vraiment qu'il y a une rigueur, il y a un scrupule dans ton élan, dans ce que tu fais. Puis, mon truc pour sauver la personne, je vais te faire un peu... Mon truc pour sauver la personne, c'est nous une fois de plus. Hein. Mais mon truc pour sauver la personne de sa maladie, de son symptôme, pour reprendre le terme, c'est de considérer qu'il y a un univers hors du symptôme. C'est-à-dire que j'ai tel symptôme, j'irai pas chercher dans le symptôme le sens. Parce que je n'irai pas le chercher. Ce qui m'apporte, c'est de sortir de ce piège du symptôme. Mais sortir du piège du symptôme, c'est le néant en même temps. Le symptôme, c'est une indication. Je suis entièrement d'accord. C'est une porte d'entrée. Okay.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on a à se dire nous, et en termes de processus de transformation, c'est que la première chose qu'on va rencontrer, dont on va questionner, c'est d'abord rien du tout. Parce que, en fait, on est nul, on est rétréci au niveau de l'intérieur. Donc la première chose qu'on va rencontrer, c'est rien. C'est l'absence de quoi, c'est l'absence d'existence. Et ça, on n'ose pas le faire parce qu'on se dit merde, c'est encore pire. Avant ça, j'avais un peu meublé avec un peu de sudoku, un peu d'alcool, un peu de théorie freudienne, un peu de connaissance, on va dire. Puis là, tout d'un coup, on se retrouve dans rien. Et le rien, c'est le début du travail. Mais c'est pour ça que la présence de quelqu'un est vachement importante. Surtout quelqu'un qui ne vient pas remplir ce rien-là, par une théorie ou par des techniques. Alors que ce n'est pas indispensable, disons, pour l'instant. Enfin, et on va être là simplement pour soutenir d'abord le rien. C'est hyper important. Et c'est à partir de là que ça va se faire. Allez-y. C'est juste une petite Sophie. remarque, parce que je suis revenue à ce que tu parlais tout à l'heure, Jean-Charles, avec la Gestalt. Oui. Et puis, j'ai le dessin devant les yeux. Et ce qui me montre, moi, depuis tout à l'heure, qui fait mon agitation intérieure, c'est parler de la fluidité, fluidifier le cristalliser. Puis, pour moi, c'est ça aussi, la thérapie. Oui. Ah oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et je trouve que on sait bien dans beaucoup de techniques corporelles, la fluidification, si on peut inventer ce mot-là, elle est importante, quoi. Ça tremble, ça bouge, ça fait, et c'est hyper important, quoi. Et ça n'a pas la peine de savoir quoi et quoi, c'est simplement mettre en relation les choses, les différentes parties du corps, peu importe. On fait des liens, comme on dit, et je trouve que c'est. Alors il y a un bon truc aussi, c'est que on se laisse aller, puis on pense à quelque chose, puis on pense à autre chose. Puis éventuellement, on se recule un petit peu, mais on dit, est-ce que ça a un rapport? Ben, forcément, ça a un rapport, mais surtout, qu'en mettant un rapport, il va se passer d'autres choses. Donc, non seulement ça a peut-être rapport, mais ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est pas de savoir si ça a rapport ou pas. Le principal, c'est que de fait, on utilise ce rapport-là pour créer d'autres choses. Ça, on est en écho une fois de plus à ce moment-là. Donc, le sens entre les deux n'a pas d'importance. Le principal, c'est que ça va créer. Donc, on est toujours en dehors, en complexifiant encore davantage. Donc, il n'y a pas de réponse, il y a des effets. Puis si on revient à la pleine conscience et la fluidification, c'est fluidifier le présent aussi. C'est merveilleux. C'est à nouveau la magie qui réémerge à ce moment-là. Je suis passionné par ce genre de trucs. Est-ce que tu veux répondre à une dernière question, peut-être? Hein? Ça fait 1h30. T'en as d'autres, toi? Non, moi c'est parfait. Ouais, je suis nourri, j'écoute, j'apprends. Je vais lire le livre. Ah ben je l'ai lu. Je l'ai lu, ah oui. Alors, écoutez. Ben, Autre chose? voilà. D'autres choses? Je suis en train de chercher. Vas-y Jean-Jacques. Ça ne veut pas sortir. On va donner la parole à monsieur. La dernière question, le dernier commentaire. Selon. Vas-y. Non, ce ne sera pas un commentaire, ce sera plus une question. Bon. Parce que quand je vous entends parler de Freud, Reich, etc., je me dis, il y a un grand oublié toujours dans le monde de la psychanalyse, c'est Jung. Moi, je suis Je l'oublie pas. un passionné de Jung. Et la question que je voulais te poser, Jean-Charles, c'est comment est-ce que tu intègres dans ton approche cette dimension plus transcendante, plus spirituelle, c'est ce plus grand que moi qui participe aussi au processus thérapeutique et au processus de guérison. Et je pense que ça a été un des grands désaccords entre Jung et Freud, c'est que Freud ne voulait pas intégrer toutes ces dimensions transcendantes, spirituelles, etc. Mais toi, comment est-ce que tu l'intègres dans ton jeu? 2-3 réponses. Bon, d'abord, ça me rappelle comment l'esprit vient aux jeunes filles, le Musset, c'est-à-dire comment on peut s'ouvrir à quelque chose qui nous dépasse. Hein.
avec le point de vue d'écho, je dis bien ça, avec le point de vue dans ma façon de travailler, l'ouverture va permettre... L'ouverture, c'est ça mon boulot, l'ouverture. Après ça, je ne sais plus ce qui se passe. Et si des esprits descendent, des symboles, des entités, des métaphores, c'est chouette. Mais ça, j'ai pas le pouvoir là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'ouvrir. Et plus on ouvre, plus on va être en rapport avec un tas de trucs. Et du fait, à ce moment-là, on peut s'apercevoir que, tiens, ça c'est Jung l'avait dit, tiens, Jung l'avait dit. Mais je fais passer l'expérience avant la connaissance. Donc, mais, et puis là, on parle de ça, mais ça peut être aussi des questions d'énergie. Hein, des modifications d'énergie qui se passent, qui appartiennent à d'autres types de connaissances. Et ça m'importe. Et il y a des personnes qui, par exemple, dans certaines, que je rencontre dans certains qui travaillent, et qui font un tas de rapports avec Nietzsche, Kierkegaard, Hegel, Heidegger. Moi, j'y comprends rien. Alors, je vais vous raconter une belle histoire. Mais c'est ça qui est formidable. J'entends comment les gens raccrochent des choses qu'ils savent ou des choses dont ils font l'expérience, en fait, en live. Et en plus, j'apprends un tas de trucs. Autre façon de travailler avec soi-même, avec la même... puis ça me permet de faire un hommage à Guy Corneau. Donc Guy Corneau, que je connaissais, et beaucoup. Et il fait un événement dans l'année 2000, je pense. Il loue l'ensemble du théâtre de Pellado, là, 800 places, c'est plein à craquer. Corneau, plein à craquer. Et il avait fait une journée complète, et il avait invité 15 personnes, dont moi, pour différentes choses. Il y avait sa sœur qui faisait un grand tableau, sa sœur Corneau qui faisait un grand tableau, elle est décédée aussi. Et puis, bon, donc toute la journée se fait, puis il y a du mime, puis il y a des tas de trucs. Enfin bon. Moi je fais mon truc d'écho un petit peu, pas extraordinaire, je n'étais pas en forme. À la fin, à la Corneau, il dit, bon ben maintenant la salle va poser des questions, 800 personnes. Alors on se met 15 en ligne, et moi je suis au bout sur la scène, sur des chaises, et moi je suis au bout. Alors les questions se posent, et puis elles sont adressées à Guy, à d'autres personnes, etc. Mais moi, personne... D'un coup, il y a un gars qui se lève au balcon, et qui pose une question hyper compliquée. Moi, je regarde ça, j'entends ça, je dis, c'est pas vrai, c'est pas possible. Et là, on lui demande de qui voulait une réponse. Bon, il dit de n'importe qui. Et là, je me retourne pour voir qu'est-ce qu'il va parler, et j'ai 14 regards qui me regardent. C'est ton tour! Et là, je dis à ce monsieur, je lui dis, écoutez, j'ai pas compris votre question, mais je vais vous répondre quand même. 800 personnes rigolent. Et de fait, j'invente une réponse qui me venait telle quelle, un peu comme je fais un peu avec vous, hein, moi j'invente ce qui vient. Hein. Puis à la fin, sympathiquement, je lui dis, est-ce que vous avez compris ma réponse? Il me dit, je ne l'ai pas du tout compris, mais ça n'a pas d'importance. Et il y a 800 personnes qui rigolent. On est vraiment dans un processus de création. C'est de l'automatisme verbal, si je peux dire. C'est vraiment fantastique. Et c'était la meilleure chose là encore, alors que tout le monde répondait assez intelligemment, je m'étais mis, sans le vouloir, mais vraiment dans le domaine dans la zone de l'indicible. Et c'est celle-là qui est créatrice. Vas-y. L'homme au balcon. Je voulais répondre à monsieur ici concernant Carl Gustav Jung et Sigmund Freud. C'est deux grands chums. Et puis Carl Gustav Jung avait écrit une lettre à Freud concernant les archétypes parce que la théorie freudienne l'a vraiment aidé à ouvrir ses propres recherches à lui. Et puis Sigmund Freud lui a répondu, tu sais, je suis vraiment occupé avec ma théorie. Et puis, concernant ta question, tout ce que je peux dire, c'est que je ne suis pas prophète.
c'est ça que Freud a répondu à Carl Gustav Jung, qui lui était un érudit en béton armé, puis qui continuait son travail, c'était pour répondre sur un détail. Mais moi, j'ai pas tellement de problème avec tout ça, parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est l'intelligence des gens. Hein. Donc, ils récupèrent éventuellement des tas de trucs qui se passent, qui ont découvert d'autres personnes. Et c'est vrai que j'ai une sorte d'éthique, je sais pas, ou une sagesse, je sais pas, de m'arranger pour que les gens, comme je disais un peu tout à l'heure, découvrent leur propre théorie. Fut-elle l'inverse de Freud? C'est ça qui est intéressant. C'est quand les gens t'inventent une théorie qui est l'inverse de celle de Freud ou celle de Jung, ça m'intéresse. Oui, quand ça marche. Ben, ça marche forcément, mais ceci tu l'inventes. Tu vois, un truc comme ça. Hein. Ben, merci. Ben chouette. voilà. Tu veux dire, oui, je t'en prie, vas-y, oui. Les rêves, je portais à tutoyer. Peu importe, vas-y. Tu travailles avec les rêves, j'imagine, parce que tu as tellement d'ouverture. Les rêves, de ma position de thérapeute, ce sont des objets comme Comme autre chose. donc quand quelqu'un me dit qu'il a 5 frères, pour moi c'est un rêve. Et quand quelqu'un me dit qu'il a rêvé, donc je fais pas de alors c'est une des choses intéressantes, c'est que je pense dans un processus thérapeutique, dans un processus dont il faut surtout pas faire de différence entre les rêves et la réalité. Puis là, on peut faire du gros baratin. Les rêves, c'est un peu de la réalité. La réalité, en fait, c'est un rêve, c'est une illusion. Peu importe. Mais donc, on peut faire beaucoup de routes là-dessus sur le plan théorique. Mais sur le plan pratique, là, très simple, c'est que c'est pareil. Et c'est important de se le dire, parce que sinon, on est dans la position de tout à l'heure, de couper sa mère en morceaux, parce que du coup on va faire une distinction entre les deux. Je parle dans le travail de la thérapie. Il faut vraiment savoir que la réalité, comme on dit les orientaux, on la construit, donc d'une certaine manière c'est un rêve, une façon de voir les choses, et qu'en thérapie, comme l'important c'est le processus de transformation, c'est très important de mettre ensemble tout ce qui est symbolique, imaginaire, réalité, réel, tout en même temps. Tu barouates et tu t'agites, et puis là il sort quelque chose, et tu sais pas, là ça vaut le coup. Et donc voilà, je trouve que c'est une façon, et puis c'est simple en fait, c'est très riche en fait. Hein. Puis ça empêche de prouver quelque chose, de quoi que ce soit. Et c'est à la fois simple et difficile, mais c'est passionnant en fait, c'est vraiment passionnant. De rester juste là au niveau où assez pour que la personne se sente soutenue, éventuellement, et puis, mais pas plus. Il y a quelqu'un dont je vous conseille la lecture, notamment, parce que moi ça m'a plu beaucoup, ça s'appelle Pour en finir avec Babel. C'est un livre de 2 psychologues américains qui s'appellent Dunham, D-U-N-H-A-M, et Miller. Bon. Et qui disent justement, pour moi ça a été important parce que en plus sont des chercheurs, donc ils sont plus chercheurs que moi en termes d'expérimentation, en fait, de choses comme ça, j'ai pas ce vocabulaire là, mais ils montrent comment on fait pas assez attention au fait que ils sont psychologues là, ils sont absolument fers, ils montrent comment c'est embêtant pour les psychologues parce qu'ils parlent à eux, aux intervenants, on va dire de façon plus générale, ils montrent comment les intervenants ne tiennent pas assez compte que les gens peuvent évoluer sans eux. Ils pensent toujours que les gens ne peuvent évoluer qu'avec eux. Et ils perdent toute cette richesse des gens qui évoluent sans eux. Et ça, pour moi, c'est vachement important. Donc, comment faire un tout petit peu pour permettre que un processus démarre, mais ensuite en sortir, on reste là, mais je veux dire, on touche à rien, quoi. Comme diraient les Anglais, on ne touche pas à quelque chose qui fonctionne. On ne répare pas quelque chose qui fonctionne, il faut laisser fonctionner, quoi. Hein. Il y a une éthique, je trouve, là-dedans. Puis les gens se sentent bien là-dedans. Nous tous, on se sent bien là-dedans. On sent que qu'on n'a pas qu'on ne doit pas subir les prétentions de quelqu'un d'autre, et qu'on ne doit pas ambitionner sur soi-même pour se marcher dessus, ce qui est une des raisons pour lesquelles on se retrouve à côté de ses pompes, comme diraient les Français. Ça va? C'est correct? Ok. Good. Ben voilà. Ah là là.
Ben voilà, merci Fabienne Roch, merci Jean-Charles Crombé, puis merci à vous tous, merci de votre participation, c'est très plaisant. Merci. On va réfléchir. Hein? D'avoir reçu et ouvert. Ben ça nous fait tous plaisir. Merci beaucoup.